l'histoire humaine, elle est aussi belle que l'histoire sportive. L'instinct du pilote, c'est primordial. Je savais que c'était notre dernière chance de pouvoir vraiment battre Toyota. Les images que vous allez voir sont tirées de faits réels de course et témoignent de la passion extrême d'un groupe de rebelles pour la compétition automobile. C'est le film d'une aventure d'équipe sportive, technologique et extraordinairement humaine qui court sur plusieurs années, sur des défaites, des victoires, des souvenirs à jamais. Depuis quelques jours au Mans, les rébellions se préparent. Avec minutie, détermination, enthousiasme. L'objectif, énorme. Détrôner Toyota, premier constructeur mondial et vainqueur des 24 heures du Mans, la plus grande course d'endurance au monde. C'est 19 et 20 septembre 2020. Les deux rébellions sont en piste. C'est l'heure. Les Toyota en tête, mais le Rébellion Racing est là, à l'affût. Des voitures véloces, des pilotes affûtés, très concentrés. On court pour performer en connaissant nos faiblesses et puis en essayant d'en faire des forces. Parce que derrière vos deux rétros, vous aurez toujours un rebelle qui, lui, est prêt à prendre votre place. Donc c'est plutôt cette philosophie et cette attitude que l'on a, nous, aujourd'hui, dans la course. Pour mener à bien cette mission contre Toyota, l'ultime tentative de rébellion au Mans, Alexandre Péchy et Kalim Bouadra, les deux principaux responsables, ont engagé deux voitures, confiées respectivement au trio Senna, Nato, Meneses et Dumas de Letras-Berton. Sur le papier, elles ne sont pas aussi performantes que les Toyota. Mais du papier à la piste, la réalité peut différer. En 13 ans de présence en endurance, 13, son chiffre porte-bonheur, Rébellion le sait. Ce dimanche 20 septembre 2020, à moins de 2 heures de l'arrivée, les deux Rébellions pointent d'ailleurs en 2e et 3e place, prêtes à saisir la moindre occasion. Que se passe-t-il pour la rébellion? Des problèmes dans le redémarrage et Romain Dumas qui est ressorti de son stand. Aïe aïe aïe. Les 24 heures du Mans sont réputées pour leur rebondissement, même les plus spectaculaires. Émotion forte garantie, contrastée aussi parfois. Pour leur dernière apparition en Sarthe, les rébellions auront le privilège de voir toutes les deux le drapeau à damier de ces 24 heures du Mans 2020, lors d'une édition singulière, disputée sans public en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. La parole aux deux finisseurs, Norman Nato sur la 1 et Louis de Letras sur la 3, au moment de passer sous le drapeau à damier. Deux histoires, deux émotions très différentes, deux pilotes d'une même équipe. Le tour de décélération, c'était à la fois de l'émotion, c'était une belle preuve de l'équipe, de leur confiance qu'ils m'ont accordée. Mais voilà, comme j'ai dit, on était vraiment limité avec notre embrayage et on était vraiment très très lent dans le tour de décélération. Il y avait les commissaires aussi qui sont là traditionnellement à fêter un peu ce tour de décélération avec nous. Et j'ai fait un tour qui était hyper au ralenti. Et en fait, je suis rentré dans le parc fermé, j'étais bloqué, on a dû me pousser, j'ai failli louper même le podium parce que voilà, il y a des créneaux télé à respecter. Et moi, le temps que je la ramène, ils ont failli commencer le podium sans moi. Donc, je suis arrivé en courant justement pour pas louper ce podium-là. Et voici l'ensemble des pilotes de la rébellion numéro 1. Tout s'est très bien déroulé. Donc, la coupe, elle est sur mon étagère à la maison. C'était vraiment super bon. Voilà, Gustavo Menezes, Norman Nato et Bruno Senna sont effectivement ici sur le podium de 24 heures du Mans. Très bien pour la voiture numéro 1, ils ont fait 2e, ce qui est un magnifique résultat pour Rébellion et ils ont fait un travail fantastique. J'ai eu beaucoup de frustration à la fin de la course parce que voilà, certes on a fini 24 heures du Mans, sur le moment on a perdu un podium. On aurait voulu amener cette 3e place aussi et dans le moment quand j'ai passé la ligne, on pense toujours que c'est de sa faute. En tout cas c'est ma mentalité, c'est de dire voilà, finalement j'ai quand même touché le mur.
circonstances atténuantes ou pas, j'étais dans la voiture à ce moment-là et je m'en veux. Bien entendu, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi du comment. Mais oui, beaucoup de frustration, de tristesse, parce que ce podium moment, c'est pas n'importe quoi. Et aussi vis-à-vis de mes coéquipiers, etc., c'était pas facile pour toute l'équipe. Hein. Mon but était d'apporter le plus possible à Rébellion, et le but aurait été de faire 2 et 3e avec les 2 voitures. Les rebelles quittent ainsi l'endurance sur une 2e et une 4e place au Mans, leur meilleur résultat. Mais qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leur ADN ? Quelles marques intemporelles laisseront-ils ? Malheureusement, toutes les belles choses ont une fin. Quand on va tirer le trait sur tout ce qu'a gagné Rébellion, on se rendra compte que c'est peut-être la plus grosse équipe privée, vraiment privée, qu'il y a eu dans le monde de l'endurance. Et je pense qu'on va prendre maintenant la dimension de la trace qu'elle va laisser. La base de fans et de l'attrait qu'il y a eu autour de ce team qui va laisser aussi une trace, parce qu'il n'y a pas beaucoup de teams qui ont créé cette attirance autour d'eux. Les constructeurs, ils cherchent à donner une image très corporate et du coup qui aseptise un peu les choses. Le sport auto, à la base, c'est un sport de bad boy, désolé, mais c'est les cigarettes, l'alcool et les grid girls. Rébellion, c'était le team qui cassait un peu les codes, l'équipe qui respectait pas tout cet ordre établi. Et c'est sûr que ça va laisser un vide dans le monde, parce que rien que la parade au Mans sera un petit peu plus triste. Si la course des 24 heures est lancée traditionnellement le samedi en début d'après-midi, les festivités commencent bien plus tôt dans la semaine au Mans, pour le plaisir de Rébellion, toujours très actif ces dernières années. Notamment le vendredi après-midi, dans les rues du Mans, lors de la fameuse parade des pilotes, un moment incontournable où Rébellion donnait rendez-vous à tous. On est dans une atmosphère incroyable et nous, c'est l'occasion pour nous d'être en communion avec nos fans. Et on descend, alors déjà on se fait un point d'honneur d'être toujours les plus bruyants et les plus extrêmes dans la perception des gens. On arrive avec des véhicules incroyables, on a tout connu, hein, des Cadillac, cabriolets, des Pullman avec les pilotes, alors que normalement on est censé être dans des petites véhicules historiques. On arrive avec des véhicules un peu plus abracadabantesques. Ça peut être même des supercars, on a fait des descentes avec des McLaren, etc. Et c'est vraiment d'apporter une vraie énergie. Et les pilotes adorent, parce que même les autres pilotes des autres écuries viennent nous rejoindre, ils veulent se mettre à côté de nous, ils veulent être avec nous. On a des dizaines de milliers de lots à distribuer en casquettes, en goodies. C'est une effervescence incroyable. Comment une marque horlogère suisse a-t-elle pu construire ce lien, cette proximité avec les passionnés d'endurance dans le monde ? Quel a été l'engrenage, le déclic ? J'ai toujours bien aimé Le Mans, parce que c'est une course pour moi qui représente la quintessence du sport automobile. C'est une course d'endurance. J'aime pas tellement les courses, ou j'aime moins, disons, les courses sprint, parce que c'est vraiment quelque chose qui sur trop peu de temps, le laps de temps est trop court. Ça doit être une performance qui dure, et puis où la mécanique est quasiment aussi importante que l'humain. La passion de la course se partage chez Rébellion. C'est un principe, dans l'équipe, dans la communauté Rébellion aussi. On a beaucoup de respect envers nos fans, qui sont quand même des personnes, pour moi, qui ont la véritable passion, qui nous suivent. Nous, on va participer à une course, mais c'est nos voitures, donc on y a mis notre énergie, on y a mis notre passion, c'est concret. Donc nous, on va suivre, on connaît les aspects techniques de la voiture, pourquoi on a choisi tel pilote, pourquoi on participe à telle course, et de savoir que ce niveau de connaissance est atteint par des fans qui, eux, vous suivent derrière un ordinateur, derrière leur télé, qui viennent sur les pistes voir la course avec une petite couverture. J'en ai vu à se prendre la pluie pendant les 24 heures du Mans. Waouh, c'est ça qui est parlant pour nous. Et j'ai toujours aimé Alexandre pour ça, parce que il a toujours donné beaucoup d'humanité et donc du coup beaucoup de respect à ses fans. C'était le premier à me dire, de l'autre côté, quand on est dans les paddocks, on a quelques fans qui passent avec les drapeaux. Ah, Rébellion, on adore. Et puis il dit,
va lui chercher un pass et puis tu le fais venir, il va venir manger avec nous à notre table double VIP. Donc c'est beau et c'est ce que j'aime vraiment dans la manière dont Rébellion est aujourd'hui perçue. On a un capital sympathique qui est vraiment important, c'est vrai. On est généreux dans l'approche de la course. On fait les choses avec passion, sans calcul, sans tracer des traits en disant voilà ça va coûter tant, donc on fait pas ça ou non. S'il faut le faire, on le fait. Rébellion, c'est pour moi un vrai modèle et ça l'est aussi comme modèle dans ma vie de tous les jours. R comme respect, R comme rebelle. Comment être un rebelle respectueux? Alexandre Péchy, à la tête de Rébellion, explique cette philosophie. Faire les choses d'une manière un peu différente que font les autres constructeurs, les autres fabricants de montres. Essayer de donner un côté un peu plus, je dirais, sympathique, un peu plus rebelle, faire la différence entre être un rebelle et être un révolutionnaire. On n'entend pas renverser ce qui se passe aujourd'hui, ni révolutionner le monde horloger, mais on essaie de faire garder les codes de l'horlogerie, tout en apportant quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Pour conter la petite comme la grande histoire, Kalim Bouadra est intarissable, passionné, premier fan de l'équipe. C'est Alexandre qui cherchait un nom qui puisse être prononcé dans toutes les langues, en japonais, en américain, en français, dans toutes les langues. Rébellion sonnait assez bien. Donc j'ai dit j'aime bien ce nom. Si vous lui posez la question, il vous dirait j'ai pas imaginé la connotation derrière de l'effet rebelle. Mais j'ai envie de dire, moi je suis sûr qu'inconsciemment, c'est un rebelle. C'est définitivement le plus grand des rebelles que je connaisse. Il est le premier à remettre en question les choses, à ne pas suivre comme un mouton les choses, et puis à se dire, mais non, moi, c'est pas parce que les autres font comme ça que je dois faire comme ceci. Ce nom Rébellion est très 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 fort, et c'est grâce à nos fans qui, eux, sont revenus très rapidement avec le message « On est des rebelles, we are rebels ». Ah ouais, nous, on est comme vous, on est des rebelles. Ils se sont appropriés et identifiés à la marque. Et finalement, on n'avait pas le choix, pas d'autre choix en tout cas, que de l'utiliser. Et ça en devienne une devise. Dans l'équipe, cette atmosphère est bien ancrée. Dans l'esprit des pilotes aussi. Heureux de porter ces valeurs originales et fondamentales. C'est une passion, c'est une famille, je dirais. Et en fait, on le vit à fond, quoi. Ouais, on le vit à fond. Sur chaque secteur, je pense qu'on le vit à fond. Rebellion is a super innovative company. They try to break the mold. They try to make always cool and innovative stuff. And they are not afraid of exploring different avenues and areas. We see them go into motor racing, watchmaking, and now they're in the Dakar, which is super cool. So it's a company that I really have a lot of love with, and I love them for keeping me in the family for so long. It's kind of funny. It seems, especially when you look at my social media, that I live this rebel lifestyle. You know, I love skydiving, jumping out of helicopters, and doing a lot of this. It's been pretty magical that the team has allowed me to do so while still competing. Although it's not that dangerous when you know what you're doing. It can be, and people do understand that. But I think being a rebel is more than that. It's not following the norm. It's being a maverick, and it's doing your thing. I mean, it's a small watch brand that decided to take on some of the giants. They started a team and said, let's do the same thing. It's a funky style. Everything about it, the attitude here, it's a bit rebellious, let's say. But when it comes time to work, we do the work. So it's been a lot of fun. Et le jeune pilote suisse du team, qui dispute ses premières 24 heures du Mans, n'est pas peu fier. J'ai toujours eu une très bonne image de Rébellion parce que voilà, en Suisse, c'est le plus gros team. Et je pense ces dernières années au Mans et en WEC, le plus gros team privé qui a existé et très clairement qui a eu le plus de succès. Donc c'est sûr que voilà, c'était pas inconnu à moi et en Suisse, j'étais très fier de pouvoir dire que voilà, je roulais pour Rébellion et effectivement d'avoir travaillé ensemble. Et voilà comment tout a commencé en endurance en 2007 et va se finir en 2020 au Mans. Dans des conditions particulières, sans public, sans Kalim Bouadra, positif au Covid et qui, jusqu'à samedi matin, espérera un test négatif pour prendre la route et rejoindre le Mans.
Hélas, il devra suivre cette ultime course en endurance à distance, chez lui. Malgré ce contexte, les objectifs de Rebellion restent les mêmes. The 88th running of the world's greatest endurance motor race. We are 2 hours southwest of Paris, in Le Mans in France. Sans public, l'enceinte extraordinaire du Mans résonne forcément différemment, surtout quand on vient faire ses adieux. Mais l'essentiel est assuré. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. C'est déjà très bien que la course ait lieu. Ça permet aux équipes de vivre, aux passionnés de suivre ça. Alors oui, d'habitude, ils sont dans les tribunes, là, ils seront devant la télé. Impossible, en effet, pour tous les concurrents d'imaginer ne pas courir les 24 heures du Mans. Pourtant, cette épreuve les fait souffrir. Elle peut s'avérer terriblement injuste. Elle n'est en rien un long fleuve tranquille. C'est vrai que c'est comme une montre et qu'il n'y a rien qui a le droit de s'enrayer. C'est un engrenage et c'est vrai que souvent le Mans, c'est soit on vit une très bonne édition, soit une très mauvaise. Mais dès qu'il y a la moindre grain de sable dans l'engrenage, c'est fini, quoi. On a mis Bruno au départ pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a fait la plupart des départs cette année. Comme j'ai dit, c'est lui qui a le plus d'expérience aussi. Une course de 24 heures, ça se gagne pas au départ. Donc en fait, on a mis simplement celui qui avait le plus d'expérience. On prend le départ surtout en LMP1, donc le choix il s'est fait assez rapidement et naturellement. We have started the 88th edition of the 24 Hours of Le Mans. Bruno Senna is up the inside and into the lead. Les soucis n'ont pas épargné Rebellion pour leur ultime course au Mans. Et pourtant, quelle édition 2020 pour les rebelles. On a vécu une course très très solide du team Rebellion qui a amené ses 2 voitures à l'arrivée avec un très gros rythme. Personne ne pensait que ces voitures resteraient aussi proches des Toyota. Tout le monde disait Toyota va dominer, mais il y a même des moments avec les petits pépins qu'elles ont eus, il y a eu un doute. Toyota a dû cravacher pour essayer de revenir. Donc je pense que c'est une course, même s'il y avait très peu de voitures devant, qui a été très intense. Parce que Rebellion, on peut dire qu'ils sont sortis par la grande porte en montrant que c'était devenu une écurie capable de mettre sous pression Toyota, le plus grand constructeur du monde. Donc ça, c'était passionnant. Parce que vraiment, il n'y a pas un moment de la course où Rebellion a été largué. Ils ont toujours été au contact, ils ont toujours mis la pression. Donc quand on est fan et qu'on suit ça, on reste dans l'émotion en fait. Donc c'était vraiment des courses passionnantes. J'ai quasiment pas dormi de toute la course pour suivre ça. Le plan de bataille de la Rebellion était très clair. On savait très bien qu'avant le départ, que notre chance, en tout cas sur le team Rebellion ou nous-mêmes, c'était déjà de ne pas faire de bêtises, de résister le plus longtemps possible et d'avoir une course propre. Moi, jusqu'à là, j'ai souvent couru avec des constructeurs, donc je sais très bien ce que c'est d'essayer de battre un Toyota, par exemple. Alors oui, j'ai fait le Mans avec Pescarolo dans les années 2007, 2008, etc., qui sont un peu, je dirais, l'équivalent de ce qui est Rebellion, c'est-à-dire le petit poussé contre les grands. Donc déjà, si tu veux essayer de jouer avec eux, tu as encore plus de pression parce que tu ne dois pas faire de bêtises et attendre ton heure si l'heure vient. Donc le samedi matin, il était très clair que pour moi, on n'avait pas une réelle pression supplémentaire parce qu'il fallait juste que l'on roule au mieux que l'on peut. Et c'était clair, notre tableau de marche était d'ores et déjà établi. Mes équipiers, j'avais tout à fait confiance en eux parce que j'avais bien compris qu'ils étaient dans la même synergie que moi, la même envie. Et donc non, on était prêts, je dirais, et prêts aussi à s'amuser car la voiture, il ne faut pas oublier, était cette année une super voiture, roulée dans les 3 minutes 20 au Mans, 3 minutes 22, 23. C'est juste incroyable, son vitesse incroyable, donc il faut aussi prendre du plaisir parce qu'on a la chance de faire ça. Dans l'équipe, on choisit scrupuleusement ses rebelles. L'alchimie, la solidarité sont essentielles. J'aime bien être aussi insuffler cet esprit rebelle, c'est-à-dire pas prendre des pilotes forcément qui sont confirmés, qui sont là depuis des années, mais donner aussi la chance aux jeunes. Mais il faut encore qu'ils aient cet équilibre entre performance et personnalité. Marque de son temps, Rebellion aura tracé sa voie, novatrice. C'est vrai que la plupart des marques horlogères n'ont comme implication dans le sport auto finalement qu'un sticker. Je pense que Rebellion a ouvert une voie.
Pendant longtemps, on avait des marques horlogères qui, comme par exemple Rolex, qui était timekeeper, ce qui est logique. C'est une course automobile, il y a un chronométreur, ça devient le chronométreur officiel parce que finalement notre métier, c'est la chronométrie, on la met à disposition de la course. Ensuite, a commencé à apparaître d'autres marques comme Richard Mille qui s'impliquent dans des milieux assez exclusifs, comme la F1 par exemple, et qui lui permet d'avoir une bonne vitrine pour pouvoir vendre ses garde-temps. Donc, un sticker sur les voitures. Et c'est vrai que quand on fait le parallèle de tout ça avec Rebellion, on est unique. Une nouvelle fois, on est des rebelles. Nous, on ne fait pas seulement des garde-temps et puis on s'inscrit avec une marque automobile. Finalement, on est l'écurie qui fabrique ses propres châssis, ses propres voitures. Là, il n'y a pas plus cohérent. On l'a fait en endurance, on le fait aussi au Dakar. C'est nos propres châssis, c'est nos propres voitures, c'est nos propres mécanos, c'est nos propres ingénieurs. Toute cette cohérence-là, on l'a associée évidemment à nos garde-temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on dit Rebellion, les gens ont toujours l'impression de porter un petit peu de l'écurie à leur poignet. Sur la piste, les choses sont carrées, organisées, réfléchies chez Rebellion, avant que l'esprit de contradiction du Mans ne vienne s'en mêler. On veut bousculer le géant Toyota. On y croit. Dès le début, c'est vrai que la voiture numéro 1 était très très rapide, notamment la première demi-heure de course. Après, Le Mans actuellement, tu ne peux pas perdre beaucoup de temps. On est d'accord, tu ne peux pas perdre 1 minute à l'heure parce que sinon ça sera fini. Néanmoins, ça sert à rien non plus de surconduire ou etc. Pour notre part, en tout cas sur notre voiture, en début de course, on était plutôt prudent, mais ça n'a pas empêché qu'au petit matin, on était 3 voitures sur 4 regroupées. Donc, alors c'est pas écrit d'avance. Si tout le monde connaissait le scénario, tout le monde adapterait le scénario en fonction. Mais en tout cas, je pense que d'avoir une voiture qui partait très vite devant et une derrière qui attendait était en tout cas le bon scénario à avoir. For sure, the most important thing is not to make any mistakes and make sure that everything arrives at the end of the race with the best race possible. If we get in front of the Toyotas, it's amazing, but we really just want to finish well. Le déroulé de la course se met en place. Logique, mais pas toujours. C'est la course et ses surprises. Bonnes ou cruelles, mais elles font se dépasser les concurrents et vibrer les fans. Très clairement, vous espérez toujours. Vous savez, en 2016, l'année où j'ai gagné avec Porsche, ça s'est fait dans les dernières minutes. Les gens étaient un petit peu, certains étaient choqués à dire « Oh là là, mes Porsche sont contents, Toyota a un problème, etc. » Vous savez, celui qui va vous dire qu'il n'espère pas, au bout d'un moment, ça fait 20 heures qu'il se bat ou 22 heures que l'autre a un problème, s'il est battu, on dit toujours c'est au drapeau à damier baissé qu'on va compter et qu'on va voir le résultat. Donc vous avez toutes les idées ou astuces ou en tout cas sont bonnes à prendre. Donc forcément que la une continuait à accélérer en se disant on ne sait jamais si la Toyota a un problème. Plus petit sera l'écart, mieux ce sera. C'est exactement cette philosophie. On court pour performer en connaissant nos faiblesses et puis en essayant d'en faire des forces. Dans le combat, 24 heures durant, on compte sur ses troupes. Toujours, de jour comme de nuit. On a besoin d'avoir vraiment confiance en sa machine et tous les gens en fait qui travaillent, que ce soit les ingénieurs, les mécaniciens, le cuisinier ou nous les pilotes, il faut qu'on ait vraiment tout préparé dans les moindres détails. Alors c'est ça qui est fatigant et qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication personnelle. Chacun son petit rituel avant de monter dans la voiture. Moi, je sais que pour me réveiller, et même pour être prêt, dès le moment où je monte dans la voiture, tu peux pas monter à froid comme ça. Donc moi, j'aime bien faire mon petit rituel d'échauffement pour aussi les muscles, mais pas que, aussi pour la concentration. Donc un peu de corde à sauter, du stretching et ce genre de choses.
Pour réussir une course comme celle-là, c'est plein de petits détails qui, mis bout à bout, font qu'il y ait réussite ou pas. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans la course automobile en général, c'est cette recherche permanente du détail qu'il faut pousser au maximum. Les pilotes se mesurent à une référence de l'automobile, Le Mans. Le défi se mène à chaque instant. Dans les Hunaudières, à l'époque, on croisait le dôme là du dessus, ça secouait un petit peu. Donc c'est vrai que oui, ça fait partie de la difficulté. On est maintenant sur des circuits complètement aseptisés, tout plat, avec des run-offs de partout. C'est sûr que Le Mans, quand on voit les Porsche, quand ça passe à 250 et que le mur il est à 2 mètres à gauche, on a un peu moins de marge de manœuvre. Donc c'est sûr que le Mans... il y a toujours une petite appréhension avant de partir. Surtout, à chaque fois qu'on y revient, le premier run avant de partir... Enfin, il y a un respect pour le circuit. On sent que c'est comme si on partait en mer, en plein océan. On se rend compte qu'il y a un moment, on n'est peut-être pas plus fort que lui. La stratégie compte sur la complémentarité des pilotes. I think we have a really good balance between the three. Obviously, you have the maturity from Bruno and the experience that he has and the calming effect that he has around, because you see me, I'm bouncing off the wall, so it helps balance each other out. And funny enough, Norman is like the perfect in between. There's no ego between the three of us, which is very important because we are here for one thing, and that's to win, and it doesn't matter how we do so, if someone drives more or less. It's about helping each other, and I feel that Bruno, Norman and I have that good effect together. La pression ne se relâche à aucun moment. Chez Rébellion, cet ultime combat sur les 13 km du tracé du Mans est ultra intense. Ils sont en train de mettre la pression à Toyota. La grande surprise s'est surtout passée quand Toyota a commencé à avoir des soucis. Et donc il a fallu qu'ils emmènent la voiture à réparer, et ce qui nous a permis de prendre la 3e place. La Toyota numéro 8 rentrée dans son stand à 21h15. Les voitures ne sont pas à 100%, on est à 150%. Les pilotes sortent, ils dégoulinent. C'est très dur, les freins sont pas les mêmes que sur une Toyota, faut imaginer. Le système hybride vous permet de passer des virages beaucoup plus allègrement. Vous n'avez pas du tout la même intensité demandée et à la voiture et aux pilotes. Donc ces positions sont maintenues, mais à force d'effort. C'est ça qui fait la force du Rébellion Racing, la constance et cette volonté d'aller bousculer la hiérarchie des grands. Le Rébellion Racing qui veut absolument terminer cette édition 2020 des 24 Heures du Mans par la grande porte. Pour les pilotes, comme pour le rookie Louis Delettra, l'épreuve Mansell reste unique, imprévisible, magique. Le Mans de jour, ça va déjà très vite. Le Mans de nuit, ça va encore plus vite, surtout avec une LMP1. Donc les repères changent, le trafic est différent, on a quand même moins de visibilité. Donc c'est quelque chose, voilà, il faut s'adapter. Et j'ai vraiment beaucoup aimé rouler de nuit. Et c'est vrai qu'il y a des événements qu'on ne prévoit pas. Par exemple, prendre un lièvre à 3h du matin, comme ça m'est arrivé, c'était pas trop prévu et ça peut qu'arriver au Mans, ça. La nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai roulé beaucoup en fait. J'ai fait, il me semble, 8 heures ou 7h50 de nuit, donc c'était vraiment c'était dur, mais un plaisir à faire. Ça demande aussi 2 fois plus de concentration parce que tu as tous tes points de repère qui changent, tu as une impression de vitesse qui est beaucoup plus rapide. On prend quand même des vitesses de pointe à 340, mais de nuit, tu as l'impression que tu vas encore beaucoup plus vite. Donc, mentalement, c'est encore plus usant, t'as la fatigue et le stress qui on va dire, qui s'accumule. Donc c'est vraiment en fait rester concentré, essayer de s'éparpiller le moins possible en dehors de la voiture. Au début, on regarde toujours à côté. Après quelques heures, on commence à se concentrer sur nous-mêmes parce que finalement, au Mans, avec le trafic, un tour la Toyota va 2 secondes plus vite.
Un tour, on est plus vite. Et finalement, les gaps ne changent pas énormément. On l'a vu sur 24 heures, on n'a pas fini sur des énormes différences. Donc à un moment, c'est plus important de se focaliser sur soi-même, garder son énergie et avancer. Et on verra où on est à la fin, parce que si chaque heure on se pose des questions, ça va être très très long. Pour le papa du rookie, ancien pilote des 24 heures, la magie opère aussi. Le Mans séduit encore et toujours. C'était assez magique de le voir lui au volant de ce prototype, dans cette grande équipe et puis course mythique. C'était un moment très fort pour moi. J'aurais volontiers pris le volant de la voiture. J'avais très envie, quand je vois ces voitures, c'est toujours très excitant. Mais non, pas de nostalgie, beaucoup de plaisir pour lui, beaucoup de plaisir de partager ça ensemble. Les voitures sont fantastiques et quand on peut goûter au podium à l'arrivée, on s'en souvient toujours. Si je devais prendre un moment comme ça, j'en ai un seul qui me vient en tête de façon spontanée. On est premier aux 24 heures du Mans, mais en catégorie privée. Et pour la première fois, Alexandre me dit « Viens avec moi sur le podium ». Et le truc là, c'est écrit Rolex, le truc là-bas, moi, ouais, tu viens avec moi. Et puis d'être accueilli par Pierre Fillon et Gérard Neveu, d'arriver avec les autres pilotes. On a fini premier dans notre catégorie et on nous met sur ce podium la couronne de fleurs, la coupe des 24 heures du Mans et un selfie historique que je garde dans mon bureau avec Alexandre et moi où on fait cette photo qui est juste incroyable. C'est 300 000 personnes derrière vous. On voit une nuée de personnes avec des drapeaux, des cris, etc. Moi, je ne savais plus où j'en étais. C'était tellement euphorique. Je vois tous et je suis sur le podium des 24 heures du Mans. Waouh! Il y a les gens qui sont là, il y a Seb, Buemi, il y a Lotterer, André Lotterer, tous nos amis sont là et je suis avec eux. Moi, et ça, ouais, c'est le plus beau cadeau qui m'est fait. Parmi les différents podiums de Rébellion au Mans, Alexandre Péchy se rappelle particulièrement un épisode singulier. Le fait de pouvoir monter sur le podium général avec une LMP2, ce qui avait été très rarement fait, je ne sais même pas si ça avait été déjà été fait. Téléphone du lundi soir en me disant qu'il faut rendre la coupe. Je me rappelle de ma fille qui est partie avec la coupe pour aller la cacher parce que je l'avais chez moi. On a fait un excellent résultat. Après, on a été déclassé pour une raison idiote parce que franchement, faire un trou dans une carrosserie, c'est pas que ça nous avantageait plus qu'autre chose. Donc là, je pense qu'au niveau émotion, c'était le con. Mais on a un tour et demi d'avance. Quasiment 2 sur la taille. Deuxième des 24 heures du Mans 2020, puis troisième avant de finalement terminer au pied de ce podium, Louis Delettra explique avec modestie sa mésaventure. Il a commis une erreur pour son premier engagement au Mans. Il l'assume avec courage, une valeur de l'endurance. Je me souviens très bien de ce qui se passe en fin de course. Je pense que pour un pilote, on n'oublie pas ce genre de choses. C'était vraiment pas de chance, ça aurait pu tomber sur n'importe lequel de nous, mais j'étais dans la voiture à ce moment-là. Les freins étaient vraiment fatigués, donc on faisait beaucoup de lift and coast, donc lâcher très tôt avant les virages pour économiser du frein, mettre moins de température. C'est même pas que j'ai freiné tard, j'ai lâché très tôt comme d'habitude. J'ai freiné à mon repère et effectivement la pédale était un peu plus molle que d'habitude, ça m'a surpris. Et le mauvais réflexe, c'est d'appuyer plus fort à ce moment-là sur la pédale, parce qu'on veut ralentir la voiture. Oh my goodness, and Rebellion number 3, a wild ride across the gravel track for Louis Deletraz at Indianapolis. J'ai bloqué un peu l'arrow, touché le gravier, et j'ai légèrement touché le mur, mais la voiture allait droit, ça a juste cassé le splitter en fait. Donc c'était de toute façon mon tour de rentrée au stand, j'avais plus d'essence. Donc on est rentré, on a réparé, la voiture était prête à repartir, sauf qu'au moment de la redémarrer, elle redémarrait plus. Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour la Rébellion? Ces minutes dans la voiture, déjà sur le moment on s'en veut beaucoup, parce qu'on pense que c'est de sa faute, c'est la première chose. On pense toujours qu'on peut faire mieux. Qu'elle redémarre pas, ces minutes étaient longues, je m'en rappellerai toujours. Avant je roulais en monoplace, seul. Là j'ai toute une équipe et des coéquipiers. Donc je pense pour tout le monde c'est dur et on se sent bien sûr toujours coupable, même si voilà, ça aurait été n'importe qui dans la voiture, ça aurait pu arriver. Heureusement, et comme toujours chez Rébellion, fidèle à son esprit familial, l'équipe reste soudée. C'est la course, c'est frustrant, c'est même dur,
mais j'aimerais absolument pas me mettre à la place de Louis. Certainement pas, parce que je pense qu'il l'a pas vécu façon sereine. On prend le match, on le fait ensemble, on n'a pas perdu. Il a fait plus que du bon travail tout le long de la course et juger que sur cette erreur, ce serait pour moi pas digne. Mais comment on peut s'imaginer faire le premier Le Mans comme ça sans faire la moindre erreur? Et jusqu'à là, Louis a fait la course parfaite, les essais au Castellet parfaits. Très bon gars, très bonne ambiance, physiquement prêt. Enfin, c'est pas facile quoi, d'entrer dans la plus grande catégorie, sous les feux de la rampe. Ça, additionné à la fatigue, etc., ça a pu provoquer ce petit dixième d'inattention, je sais pas comment il faut appeler ça. Juste un petit freinage comme ça de quelques mètres et puis d'un coup, paf, il va aller attraper le mur. Mais finalement, bon oui, à ce moment-là, on va perdre notre deuxième place au profit de l'autre voiture et on va être troisième. Bon, écoutez, jusqu'à là, c'est pas si grave. Mais comme malheureusement les choses vont s'enchaîner et bien souvent, comme je l'ai déjà expliqué, fatigue aidant, on rentre au stand et là l'embrayage ne marche plus et on ne sait pas comment on va purger l'embrayage et puis après on purge l'embrayage mais d'un coup on va changer un boîtier électronique et puis tout ça s'enchaîne si vous voulez et s'enchaîne vraiment dans le mauvais côté de la chose et va faire finalement on va même perdre le podium mais je dirais que peut-être et sûrement que même sans cet accrochage de Louis on aurait eu les problèmes d'après. Pour lui c'était assez compliqué d'assumer vis-à-vis de ses coéquipiers. C'est jamais facile dans un trio d'être celui qui fait la petite faute. Une course, on la gagne et on la perd tous ensemble. Là, c'était pas pour gagner, c'était juste pour C'était pour faire un podium aux 24 heures du Mans. Je dirais pas juste parce que c'est pas le mot, mais à la fin du compte, c'est pas non plus si grave. Et heureusement que l'autre voiture a pris le relais sur la deuxième place. C'est là, par exemple, que c'était agréable d'être avec quelqu'un comme Romain Dumas qui a fait Le Mans plusieurs fois. Et il a dit à Louis, tu sais, l'auteur, la première année où il est venu au Mans, il a explosé la voiture dans le mur. Et bon, après, il a gagné Le Mans de multiples fois. Il lui a dit, t'es ni le premier ni le dernier qui fera une petite photo. Non, c'est une course très dure et il y a des circonstances voilà, qu'on voit pas de l'extérieur. Mais... Donc c'est pour ça que Romain aussi a su trouver les mots pour le... déculpabiliser, je sais pas comment il faut dire ça, mais donc c'était important aussi d'avoir ce genre de personne à côté, pas une autre personne agressive ou qui lui en aurait porté rigueur. Il faut préparer la course d'après et il faut avancer. Checkered flag on car 8. Rébellion n'a pas détrôné Toyota en 2020, mais l'a dangereusement fait vaciller. L'équipage numéro 1 se classe deuxième entre deux Toyota. Un résultat dont les rebelles peuvent être fiers. Déjà d'oser le faire et d'oser aller se mesurer, surtout aujourd'hui, dans la course actuelle, aux grands constructeurs comme ça, je pense que les gens qui peuvent voir ça de l'extérieur peuvent déjà dire cette équipe-là, ils ont gagné en tout cas une sacrée reconnaissance parce qu'il faut oser le faire et il n'y a pas grand monde qui ose le faire. J'étais extrêmement content pour Alexandre et son équipe, on ne va pas oublier Kalim, etc. Pour eux, en tout cas, c'était un super signe à la fin. Et puis pour la voiture numéro 1, où pour beaucoup de leurs pilotes, c'était la première fois qu'ils étaient sur le podium général du Mans, c'était aussi un signe fort pour eux, sympathique de finir comme ça. Ils avaient fait une très très belle année, donc de terminer comme ça, c'était parfait. Le mot peut-être à garder pour une équipe du Mans ou pour un pilote, ça serait plutôt le mot courage. Pourquoi ça? Parce qu'il faut être courageux pour y participer. Si vous êtes un mécano, il y a plein de moments qui vont être très durs, il faut être aussi courageux pour faire ça. Parce que c'est pas 24 heures, c'est des mois et des mois de préparation. Si vous êtes le patron d'équipe, alors là, il faut encore plus de courage pour pouvoir se permettre de faire ça et d'avoir envie de faire ça. On ne peut pas comparer le sport automobile avec aucun autre sport, comme je dis souvent. La course à pied, vous êtes un humain, vous participez. Normalement, si vous êtes bon, vous allez gagner. Là, malheureusement, il y a les hommes, les machines, les pilotes. Et pour tout ça, il en faut du courage pour regrouper tout ça. Il est temps pour Rébellion et Alexandre Péchy de quitter Le Mans sur un bilan positif et un dernier sourire de rebelle. Ce qu'a fait Rébellion est une victoire. D'être capable pour un team privé, parce que c'est une écurie privée,
à force de travail et de persévérance, à mettre la pression à un constructeur comme Toyota, cette deuxième place au Mans, c'est comme une victoire parce que personne n'aurait pensé qu'il se mettrait entre les Toyota et qu'il serait aussi performant. Oui, on se dit que c'est la dernière fois, mais on se dit qu'on en a bien profité pendant 13 ans et puis que c'est le moment de tourner la page. Donc il n'y a pas de regret, même si c'est la dernière fois qu'on descend du podium. On l'a vu assez souvent le podium, donc ça va. Au revoir et merci les rebelles. Hors du cadre parfois, élégants le plus souvent, les rebelles ne se sont pas privés pour bousculer la hiérarchie de l'endurance. Ils n'ont pas volé leur palmarès.